vous retrouver après. Euh, on, on a fait maintenant, on rentre dans une partie aussi importante que le reste, qui est le côté finance-faire, et aussi un peu les visions de ce qu'on appelle une ville durable. Évidemment, quand on parle de private equity et ville durable, l'ordinateur nous envoie des images comme ça, choses qui ne sont absolument pas vraies ou vraies. On a la chance aujourd'hui d'avoir Gonzague de Trémolliès de Omnes Capital qui va nous parler de financement de projets dans une ville durable. Et puis, je crois que vous allez être assez étonnés que ça ne ressemblera pas exactement à ça. Gonzague ? Bonjour à tous. Effectivement, je me sens un petit peu comme un chien dans un jeu de quilles, là, avec mon costume et ma chemise rayée. Je vais essayer de vous montrer que, effectivement, le private equity n'est pas la caricature qu'on peut parfois en avoir. Enfin, je vais essayer. Donc après, vous me direz si j'ai réussi ou pas. En quelques mots, notre métier est assez simple. Il s'agit de collecter de l'argent auprès d'institutionnels. Les institutionnels, c'est un mot compliqué pour désigner une réalité simple. C'est les compagnies d'assurance, les groupes de retraite, les groupes de prévoyance qui gèrent en grande partie votre argent en fait. Et ces gens-là, donc, ils placent leur argent dans plein de supports. Et nous, on essaye de collecter une partie de cet argent pour le flécher vers l'économie réelle. C'est ça le private equity. Ça s'oppose en fait au public equity qui signifie l'investissement dans des sociétés cotées. Donc nous, notre métier, c'est d'aller collecter de l'argent auprès de ces gens et de l'investir dans l'économie réelle. Et il y a tout un tas de mots. Le seul truc qui est important, je pense, c'est où il y a deux chiffres importants. Nous, on gère 6 milliards d'euros. 6 milliards d'euros, c'est beaucoup d'argent. Et donc, c'est une immense responsabilité pour nous. Ça nous oblige, à la fois pour nos clients. Et en fait, nous, on a vraiment deux objectifs. Parce que nos clients, qui sont les institutionnels, qui, à la fin, c'est beaucoup des petits porteurs, ils ont deux buts. D'abord, une performance économique. Nous, on doit leur verser une performance financière. Pas tant pour enrichir les actionnaires que pour faire en sorte qu'ils puissent continuer à faire leur métier et notamment délivrer notamment des pensions de retraite. Une performance financière, bien sûr, mais aussi, chez nous, chez Omnes, et ce qui nous différencie beaucoup d'autres acteurs, une performance environnementale. Donc nous, notre métier, notre obsession chaque jour, c'est d'essayer de trouver cet équilibre, et qui est, je ne vous le cache pas, un compromis. Alors peut-être certains penseront une compromission, moi je ne crois pas, je crois que c'est un compromis, donc c'est un jeu d'équilibre entre la performance économique et la performance financière, et la performance environnementale, pardon. Je passe vite, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'on fait concrètement avec cet argent? Donc moi, je travaille dans une équipe qui s'appelle Sustainable Cities. Sur les 6 milliards que gère la société dans laquelle je travaille, nous, on représente à peu près 500 millions. Donc c'est une petite partie de cet argent. Et nous, spécifiquement, on investit ce qu'on appelle la ville durable. Et donc, notre approche d'investissement, c'est de financer des entreprises qui vont développer des projets qui concourent à rendre les villes plus durables. Donc c'est un vaste programme. On a une approche effectivement assez large, donc on investit beaucoup dans l'immobilier, parce que quand on parle de ville durable et qu'on n'investit pas dans l'immobilier, qu'on s'en désintéresse, je pense qu'on passe un tout petit peu à côté de la question. Mais on investit aussi dans l'infrastructure. Donc on est capable d'avoir cette approche un peu large d'investissement qui nous permet d'être un peu opportuniste, et à chaque fois avec un objectif de performance financière, je vous le disais, mais aussi environnementale. Et sur la partie environnementale, ce qui est intéressant, je pense, c'est qu'il y a beaucoup dans la finance, dans ce qu'on appelle la finance verte, beaucoup d'indicateurs, de gens qui se posent des questions, qui suivent des réglementations. C'est peut-être moins complexe que les réglementations que vous évoquiez sur comment est-ce qu'on fait pour qu'une botte de paille puisse devenir un mur. Mais voilà, il y a beaucoup de réglementations. Et nous, on a essayé de se dire, faisons quelque chose que les gens comprennent. Et donc, nous, ce qu'on garantit, enfin, en tout cas, ce qu'on a proposé à nos investisseurs, à nos clients, c'est d'investir dans des projets qui tous permettront de respecter une trajectoire inférieure à 2 degrés. Pourquoi? Parce que c'est le seul accord, à ma connaissance, qui lie 192 pays dans le monde sur une trajectoire commune pour faire en sorte que la planète soit vivable dans 30 ans. Donc, on a travaillé notamment avec une société qui s'appelle Carbone 4, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est dirigée par un monsieur qui est pas mal dans les médias, qui s'appelle Jean-Marc Jancovici, et qui nous a aidé à dire comment on fait pour que chaque euro qu'on investisse soit compatible avec une trajectoire de degrés de manière concrète. Donc voilà, en haut à gauche, vous avez plein de sociétés dans lesquelles on a investi. On a investi notamment dans une société qui a parlé tout à l'heure, qui s'appelle Redman, on en est très fiers. Redman, premier promoteur Bicorp en France,
promoteur le plus engagé sur le bas carbone en France, si on prend la proportion de sa production. Et très concrètement, Carbone 4 nous a dit, si on veut que tous les immeubles que produisent Redman soient compatibles avec une trajectoire 2 degrés, eh bien, il faut viser les seuils 2025 de la RE120. Ça a été à la fois une surprise pour moi de me dire, j'ai envie de dire que ça, et oui que ça, parce qu'en fait, la réglementation en France, elle est déjà très ambitieuse, et je pense que c'est une fierté qu'on peut avoir. Donc voilà, c'est ce qu'on fait. Donc je vais vous parler de 2 projets. Je ne vais pas parler de Redman, puisque Sophie en a un peu parlé, mais je voudrais vous parler de 2 projets très rapidement. Je passe ça. Voilà. Ça, c'est un lieu que peut-être vous connaissez, qui s'appelle Darwin à Bordeaux. Alors quand je suis arrivé ici ce matin, moi je ne connaissais pas cet endroit magique qui nous accueille, et j'ai été frappé de la ressemblance entre les 2 endroits. C'est vraiment, alors je crois que certains d'entre vous sont peut-être allés à Darwin. C'est vraiment rigolo à quel point les lieux se ressemblent. Donc, on est à Bordeaux. Enfin, moi, je ne connaissais pas Bordeaux avant d'y investir. Donc, Bordeaux, c'est une ville avec évidemment la Garonne qui traverse la ville et vraiment 2 rives qui ne se parlent pas beaucoup, en fait. Vous avez la rive gauche, qui est la rive assez noble, assez bourgeoise, voilà, de la grande ville bordelaise. Et vous aviez la rive droite, une rive très industrielle et donc en grande partie délaissée. Ce site ici, qu'est-ce que c'est ? C'est une ancienne caserne militaire. Parce qu'il faut savoir que juste à côté d'ici, au XIXe siècle, il y avait une gare. Et qu'ici, c'était donc un lieu de stockage pour des matériaux militaires. Et donc, comme dans beaucoup d'endroits en France, à la fin des 90, début des années 2000, on a dit à l'armée, en fait, il faut partir, parce que là, vous êtes au beau milieu de la ville, parce que là, on ne le voit pas, mais si on prend un plan de Bordeaux, en fait, on est au milieu de la ville de Bordeaux. Et donc, c'est devenu une friche. Et la ville a été, je pense, assez intelligente, parce qu'elle a tout de suite racheté cet actif. Ce qui était une bonne façon de ne pas le laisser pourrir. Et là où elle a été, je pense, encore plus intelligente, c'est qu'elle a choisi ensuite de le céder à un entrepreneur local qui s'appelle Philippe Barre. Et le pari fou de la ville, ça a été de le céder à quelqu'un qui ne connaissait rien à l'immobilier, qui n'avait jamais fait une opération de cette ampleur, mais qui avait une vision. Et sa vision, c'était de transformer cette friche en un lieu mixte. Donc aujourd'hui, dans l'immobilier, tout le monde parle de mixité d'usage. À l'époque, c'était un gros mot, en fait, parce que ceux qui connaissent l'architecture et l'urbanisme savent bien que pendant des décennies, on s'est dit, en fait, non, il faut siloter. C'est plus efficace. Et lui, il a dit, non, on va justement pas siloter. Donc, en fait, dans ce lieu, vous avez des restaurants, du coworking, des bureaux, de l'activité, des magasins. Il y a un énorme skatepark, c'est le plus grand skatepark d'Europe. Voilà, bref, il y a une très, très forte mixité d'usage. Et Philippe en a fait ce qu'il appelle un écosystème. Et objectivement, quand on y va, on est assez séduit par ça. C'est que, là, ce plan, malheureusement, n'est pas très lisible. Ce qui est en jaune, c'est des projets qui existent. Donc, vous avez des restaurants qui sont les deux sites qu'on voit au bord de la Garonne. Ce que je disais un peu plus à l'aval, vous avez donc effectivement beaucoup de coworking. Et ce qui est intéressant, c'est que ce site s'inscrit dans une très grande ZAC et qu'à l'aval des sites qui sont maîtrisés par l'écosystème, il y a d'autres friches, il y a des dizaines de milliers de mètres carrés qui sont en friche. Alors, si vous allez regarder Darwin, Bordeaux, vous allez voir qu'il y a eu des conflits assez forts entre les propriétaires de sites, donc Philippe Barre et nous, indirectement, et la ville de Bordeaux, sur qu'est-ce qu'on fait de ces friches. Parce que Darwin y avait mis une vie, notamment une vie associative. C'est tout un quartier qui était en train de naître. Et il y a eu des tensions, effectivement, avec les autorités locales. Je passe vite, mais ce qui a marché dans ce site, nous, on vient de le vendre, donc c'est maintenant public. On a fait une performance économique qui est bonne, je le dis, et on a une performance environnementale qui est exceptionnelle. Je suis passé rapidement, mais un chiffre, on consomme on a une économie d'énergie de 60% par rapport aux autres sites tertiaires équivalents. Pourquoi on fait ça ? C'est assez simple, il n'y a pas de clim. Pourquoi il n'y a pas de clim ? Parce qu'il y a des grosses pierres. Et donc en fait, en été, il fait certes plus chaud que dans mes bureaux à moi à Paris 8e, mais il fait beaucoup moins chaud que dans beaucoup d'autres endroits parce qu'il y a une inertie thermique qui est juste liée au matériau qui a été utilisé. Et donc ce qui a marché dans ce lieu, c'est la mixité d'usage, je le disais. Donc voilà, là je vous ai mis quelques photos pour essayer de l'illustrer. Si vous y allez, vous serez saisi par la vie qu'il y a dans ce lieu. Et le deuxième truc qui était intéressant dans ce site, c'est pour ça que je vous dis, vous regardez à gauche, c'est vraiment, ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit ici, c'est une approche patrimoniale. Je me souviens, tout à gauche là, alors vous allez me dire, mais c'est une friche ? Non, ça c'est un bâtiment neuf. Et je me souviens quand nous on a financé ça, notamment la rénovation de ce bâtiment à gauche, qui s'appelle Les Forges, vraiment encore une fois un clin d'œil par rapport à l'endroit où on a déjeuné. Philippe Barre me dit, voilà, le projet est fini. Je lui dis, fini, c'est-à-dire, tu viens de commencer là, parce que les travaux ne sont pas faits, j'ai l'impression. En réalité, si. Et lui, son approche, ça a été de se dire, on va garder au maximum le patrimoine tel qu'il est.
et ce qui en fait, je pense, à la fois la richesse vraiment du point de vue patrimonial, du point de vue de sa valeur économique notamment, mais aussi du point de vue évidemment de l'écologie, de l'empreinte carbone de la réhabilitation, parce que le but c'est de garder le maximum de ce qui existe. Voilà, je pourrais en parler pendant des heures, mais il me reste 40 secondes, donc je ne vais pas le faire. Je voulais vous parler très vite, mais je vais le faire en 2 secondes, d'un autre projet qu'on a mené, qui est un projet autour de friches, avec une idée simple. On entend beaucoup, il faut reconstruire la ville sur la ville, et c'est vrai en fait. Donc cet endroit-là, c'est à Saint-Max. Saint-Max, c'est une petite ville qui est juste à côté de Nancy. On est ici à 15 minutes de la gare de Nancy, au cœur de la métropole du Grand Nancy. On a acheté cet actif qui est une ancienne usine de fabrication de cartes à jouer, qui était donc au cœur d'une métropole de 200 000 habitants dans laquelle il y a un déficit de logement comme partout en France. Et vous aviez cet énorme actif économique, industriel au milieu d'une ville et un PLU qui prévoyait à cet endroit des activités industrielles, ce qui est absurde. Vous regardez autour, il n'y a que des pavillons, c'est une zone résidentielle et la réglementation ne prévoit que des activités industrielles. Nous, on a acheté ce site avec un promoteur en faisant le pari qu'on convaincrait la ville et la métropole de le changer en résidentiel pour y développer un ensemble mixte dans lequel il y aura à peu près 14 000 m² de logement et 1 000 m² de commerce, qui est une grande halle qu'on va garder évidemment pour en faire un lieu de vie. Voilà, ceci pour vous dire simplement que c'est ce type de projet que nous on fait. Et donc quand effectivement on parle de private equity et de finances vertes, j'ai la prétention parfois un peu humble de penser que ça peut fonctionner. Merci beaucoup. Ça ne peut pas seulement fonctionner, mais on a besoin que ça fonctionne. En fait, avec tout le monde qui est ici, c'est ça les lieux de l'avenir, en fait. Ces friches industrielles qui ne vont pas tous devenir des lieux pour la culture, mais aussi pour vivre. C'est très, très important. Est-ce que vous avez des questions ? Probablement beaucoup de questions qui prennent du temps à formuler. Parce que c'est quand même un grand parti de ce qui sera dans l'avenir où on ne doit plus bâtir, où on doit rénover. Allez. J'en ai une qui concerne l'un des axes de vos activités, c'est le domaine social, de l'investissement humain, à savoir que dans les projets qu'on a vus, dans la problématique qui se pose de la construction paille, il y a une problématique qui est très lourde, celle de la formation, celle de l'acquisition de compétences, plus que de la transmission en fait. La sinistralité du bâtiment dépend souvent du niveau de formation des entreprises. Est-ce qu'on peut évaluer dans le type de critères que vous avez, le type de critères de construction de projet, est-ce qu'on peut évaluer la part d'investissement et de retour sur investissement dans la formation ? La question est confuse, je l'improvise. L'idée étant de dire, est-ce que ce n'est pas un bon placement aussi d'aller investir dans la formation de domaine d'avenir ? La question n'est pas du tout confuse, elle est particulièrement pertinente et objectivement, j'ai beaucoup de mal à y répondre. Dans le désordre, ce que je peux dire, c'est que typiquement, quand je vois notre projet à Darwin, au déjeuner, j'ai eu une assez longue discussion avec un AMO qui m'expliquait une nouvelle méthode pour gérer des projets, et j'avais envie de lui dire, nous, ça s'est vraiment pas très bien passé. Enfin, évidemment, on est content de cet investissement, etc., mais ça a été très compliqué, notamment la partie construction, parce que l'obsession de notre partenaire, et à la fin avec laquelle on était d'accord, c'était de ne faire travailler que des petites entreprises locales. Donc évidemment, quand on mène un chantier, on a fait 20 000 m². Donc nous, on avait aussi envie que ça avance, que ça se fasse, etc. Et lui, il disait non, mais on va travailler avec un tel qui est tout petit. Bon. Et donc lui, son obsession, c'est ça. Philippe, il a fait faire une étude, je ne l'ai pas citée ici, qui mesure les emplois indirects qu'il a contribué à créer sur son territoire, à travers notamment les grands chantiers qu'on a menés sur cette zone à Bordeaux. Donc je ne sais pas ce que je peux dire de manière un peu directe, c'est que du strict point de vue économique, c'est une contrainte. En tout cas, c'est comme ça que nous, on l'a vécu. En revanche, ce qui est certain, c'est que ça fait la valeur d'un tel site, ça fait son supplément d'âme. Et ça fait que ce site, aujourd'hui, il est très visité, il est très visible à Bordeaux. Et c'est en partie parce que voilà, il a été fait par des gens du coin, des gens de la zone, et donc qui aujourd'hui ont de la reconnaissance quelque part pour ce grand projet. Mais je ne sais pas le dire de manière plus précise que ça. Merci beaucoup. Merci.